mesdames, bonsoir, messieurs. À l'émission Profil, ce soir, nous vous proposons une émission spéciale, émission qui traitera de la proposition préliminaire d'aménagement de la MRC Maria-Chapdelaine. Pour ce faire, nous avons avec nous M. Martin Claveau ainsi que M. Jacques Potvin, qui nous entretiendront sur ce sujet. Mesdames et messieurs, la MRC de Maria-Chapdelaine, le 12 novembre dernier, adoptait, lors d'une réunion régulière, sa proposition préliminaire d'aménagement, une partie au niveau de leur schéma d'aménagement. Il serait peut-être important, dès le début, pour l'ensemble du public, d'informer qu'est-ce que c'est qu'une MRC et sur quelle loi elle a été formée. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, communément appelée la loi 125, c'est la loi qui a formé les municipalités régionales de comté à travers la province de Québec. Au nombre de 95, chacune de ces MRC avait le mandat de réaliser un schéma d'aménagement. Pourquoi une loi 125 sur l'aménagement et l'urbanisme? D'une part, face aux préoccupations grandissantes de l'ensemble de la communauté québécoise vis-à-vis de l'aménagement de leur territoire, et d'autre part, face aux efforts gouvernementaux et municipaux pour avoir un cadre légal au niveau de la réglementation et des instruments de planification, il a été institué en 1979 la loi 125. Cette loi a été adoptée le 6 novembre 1979 et sanctionnée le 21 novembre de la même année. Les objets de la loi, 1, c'est d'établir le cadre d'élaboration et d'application des règles relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Deuxièmement, de conférer aux municipalités régionales de comté et aux municipalités locales la responsabilité de veiller à l'élaboration de ces mêmes instruments d'urbanisme. 4 grands principes sous-tendent la loi. La première chose, et je pense que c'est un élément très important, c'est que l'aménagement est d'abord une responsabilité politique et non uniquement technique, comme les années passées. Deuxièmement, que les citoyens, l'ensemble des citoyens du Québec, est associés aux diverses étapes du processus d'élaboration du schéma d'aménagement. Troisièmement, que l'aménagement est maintenant une fonction au niveau de 3 paliers, provincial, régional et municipal. Et quatrièmement, que l'aménagement fait appel à l'information, à la concertation et à la conciliation de la population, des organismes et des paliers municipaux gouvernementaux. Qu'est-ce qu'une municipalité régionale de comté? La MRC doit être considérée comme une institution supramunicipale. Elle a été créée pour répondre à un besoin de plus en plus pressant de concertation et de collaboration en vue de solutionner des problèmes d'aménagement du territoire. La MRC est formée des municipalités rurales et urbaines et des territoires non municipalisés dans une même région d'appartenance. Sa composition est à l'image des municipalités rurales. Elle est formée d'un conseil regroupant les maires de chacune des municipalités. Elle a à sa tête un préfet, choisi parmi les membres des maires siégeant à la table de la MRC. Pour la MRC de Maria-Chapdelaine, c'est M. Angémé Thibault, maire de Normandin. Qu'est-ce que la MRC de Maria-Chapdelaine? La municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine a été légalement constituée le 21 décembre 1982. D'une superficie de quelques 39 572 km², le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine englobe au total 14 municipalités, dont 11 sont régies par le Code municipal. Les territoires non organisés, non municipalisés, et pour l'ensemble de la population, ça représente les territoires de chasse et de pêche, constituent au-delà de 95 % de l'ensemble du territoire de la MRC. Les municipalités qui sont membres au niveau de la MRC, Albanel-Village, Albanel-Canton, Dolbeau, Gérardville, Mistassini, Normandin, Notre-Dame-de-Lorette, Péribonca, Saint-Augustin, Saint-Edmond-les-Plaines, Saint-Eugène, Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Stanislas et Saint-Thomas-du-Dîme. Ces municipalités, dont l'économie est basée essentiellement sur la forêt et l'agriculture, regroupaient en 1985 29 771 personnes. Mais quels sont les pouvoirs de la MRC? Les pouvoirs de la MRC sont de 2 ordres. La première chose, c'est qu'elle prenait la relève du conseil de comté. Elle exerçait la question, en vertu du code municipal, les responsabilités au niveau de l'entretien des ponts, des chemins des cours d'eau, l'évaluation des municipalités, la vente des immeubles, puis l'administration des territoires non organisés ou non municipalisés. Quels sont les nouveaux pouvoirs maintenant? La première chose, c'est une responsabilité au niveau de l'aménagement du territoire. On en a parlé tout à l'heure, on a fait une introduction au niveau du schéma.
On va aller plus en détail tout à l'heure. Et deuxièmement, tout le monde est au courant que la MRC de Maria-Chapdelaine a pris la responsabilité au niveau des gestions des déchets avec un site d'enfouissement sanitaire et des cueillettes au niveau de l'ensemble du territoire. Le mandat de la MRC, premièrement, élaboration et l'adoption de la mise en application d'un schéma d'aménagement. Deuxièmement, la surveillance de la conformité des plans et règlements d'urbanisme de chacune des municipalités conformément au schéma. Puis troisièmement, la responsabilité de reviser cet instrument-là au plus tard 5 ans après son entrée en vigueur. Mais qu'est-ce qu'un schéma d'aménagement? Qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme et une réglementation d'urbanisme? Pour l'ensemble de la population, c'est du chinois. On va essayer, dans les quelques minutes, d'essayer de démêler ça. Le schéma d'aménagement, c'est un instrument de planification qui établit les grandes lignes directrices de l'organisation physique du territoire, d'une municipalité. Ceci en coordonnant les choix et les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités impliquées. De façon imagée, on pourrait dire que le schéma d'aménagement, c'est une image actuelle de l'ensemble du territoire, compris entre la rivière Péribourka et la rivière Chabouchouane, et une image future que l'ensemble des citoyens se localisant à l'intérieur de ce territoire voudraient bien dans les 5, 10 ou 15 prochaines années. Au niveau d'un plan d'urbanisme, c'est un instrument aussi de planification qui oriente la politique de développement, qui localise des zones d'expansion, qui traduit la volonté de la collectivité face à l'occupation de son sol. Mais la réglementation d'urbanisme, c'est un outil réglementaire qui effectue la mise en œuvre du schéma d'aménagement et des plans d'urbanisme. De façon imagée aussi, on pourrait dire que c'est les outils qui nous permettent d'atteindre les objectifs compris à l'intérieur des instruments de planification. Depuis de nombreuses années, on parle de planification. Au niveau de l'ensemble des municipalités, c'est de mise actuellement, compte tenu du coût entraîné au niveau des équipements. Un schéma d'aménagement, ça se fait en plusieurs phases. Et nous allons voir sur une acétate la possibilité de regarder la question des étapes. Le schéma d'aménagement se divise en 4 étapes. Comme nous voyons ici, nous retrouvons la proposition préliminaire d'aménagement, ce que nous avons parlé au début, qui a été adoptée par la MRC de Maria-Chapdelaine le 12 novembre. Il y a, suite à ça, une proposition d'aménagement qui renferme surtout l'option privilégiée par l'ensemble du milieu de la MRC. Suite à ça, la MRC devra produire une version définitive de son schéma d'aménagement et, dans un dernier temps, adopter par règlement ce schéma d'aménagement. Ce qui est important dans ça, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a des étapes bien définies par la loi, mais il y a aussi la consultation. Suite à l'adoption de la proposition préliminaire d'aménagement, l'ensemble des municipalités devront produire un avis dans les 60 jours de l'adoption. L'avis de la municipalité se fera versus le contenu de la proposition préliminaire d'aménagement et aussi vis-à-vis aussi de la consultation de sa population. L'ensemble de la population pourra participer avec le conseil ou par leur organisme avec la MRC à l'étude de la proposition préliminaire d'aménagement. Suite à ça, la MRC de Maria-Chapdelaine va regrouper l'ensemble des avis et devra faire un choix au niveau d'une option privilégiée. Et encore là, il y aura des avis du gouvernement, de ses mandataires, et la population sera de nouveau consultée au niveau de la version définitive. Ça veut dire que 2 fois, on va aller au niveau de l'élaboration du schéma à la population pour savoir leur avis sur l'organisation future physique de leur territoire. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées? Est-ce qu'il y a des éléments qui devraient être orientés différemment? C'est ça, la consultation. Il y a de l'information qui va être donnée, il y a de la consultation qui va être faite par les municipalités et par la MRC. À partir de là, il serait peut-être important de voir en détail qu'est-ce qu'une proposition préliminaire d'aménagement et comment la MRC a procédé à son élaboration. Nous voyons ici l'organisation, la méthode utilisée par la MRC de Maria-Chapdelaine pour élaborer sa proposition préliminaire d'aménagement. Il faut mentionner que cette étape
a débuté le 13 décembre 1983. La première chose qu'on a fait, on a fait un inventaire et une analyse assez exhaustive de l'ensemble du territoire sur toutes ses vocations. Suite à ça, la MRC a formé 5 comités touchant l'agriculture, la forêt, l'agriculture touristique, le transport, communication et la grande industrie. Il y a eu des audiences qui ont été tenues pour savoir les préoccupations d'aménagement des organismes et des individus qui habitent le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Il y a aussi des préoccupations qui ont été émises par l'ensemble des municipalités qui ont été visitées. De l'inventaire et des préoccupations d'aménagement, nous avons établi un bilan qui détermine une problématique. Ça veut dire que la problématique, c'est l'analyse des caractéristiques de l'ensemble du territoire, autant des avantages que des potentiels, que des contraintes au niveau du territoire. À ça, l'ensemble des maires et les membres du comité ont déterminé des grandes orientations. Les grandes orientations, c'est dans le verbiage qu'on dit des urbanistes, mais c'est aussi compris à l'intérieur de la loi 125. On pourrait traduire ça par des objectifs. Lorsqu'on a un territoire, il conseille maintenant de quoi il est composé, puis où on veut aller. Il faut absolument se tirer des balises, donner des objectifs. Et c'est ça, les grandes orientations. Tout à l'heure, nous allons le voir plus en détail, les grandes orientations. De ça, après cette donner des grandes orientations, la MRC a produit, en collaboration avec le bureau d'André Gendron, des options d'aménagement qui vont vous être présentées au niveau de la proposition préliminaire d'aménagement. Des options d'organisation, ils sont au nombre de 2. Avec ces options-là, nous touchons l'ensemble des éléments composant le territoire de la MRC. On part de la forêt, on va au récréo touristique, on touche le transport, on touche l'ensemble des composantes du milieu. Et c'est ça, l'élément ultime de la proposition préliminaire d'aménagement. Mentionné tout à l'heure, c'est que la proposition préliminaire d'aménagement n'est pas seulement technique, c'est politique et c'est aussi la participation des citoyens qui doit être engagée dans les prochaines semaines ou même les prochains jours. Le rôle du schéma d'aménagement et la proposition préliminaire d'aménagement, c'est un rôle de concertation. De concertation parce que, puis il faut mentionner dès le départ que c'est une dimension qui est vraiment intéressante, mais qui est difficile à atteindre. Puisqu'il s'agit de concilier des préoccupations et des objectifs, puis des actions communes de chacun des intervenants en aménagement. À la table de la MRC, il y a 14 municipalités, il y a 14 maires qui représentent chacun son milieu. Il y a aussi un nombre impressionnant d'organismes du milieu et des individus qui veulent vraiment donner leur avis sur ça. J'invite tout le monde à participer, d'aller voir au niveau de leur municipalité, de regarder en détail c'est quoi la proposition préliminaire d'aménagement. Il y a aussi le fait que dans chacun des foyers, vous allez recevoir un résumé de cette proposition préliminaire d'aménagement. Je vous demande de le consulter et de nous en faire part de vos commentaires pour faire avancer le document et aussi pour réaliser une proposition préliminaire d'aménagement qui reflète vraiment les aspirations de notre milieu. Merci. Après avoir essayé depuis quelques minutes d'essayer de vous familiariser avec c'est quoi une MRC, c'est quoi un schéma d'aménagement, il serait peut-être important d'aborder les composantes de la proposition préliminaire d'aménagement. M. Jacques Poitvin, chargé de projet au niveau de l'élaboration de la proposition préliminaire d'aménagement, va, dans les prochaines minutes, vous donner les principaux éléments composant de la proposition préliminaire d'aménagement. Bon, merci. Bonsoir. Nous allons voir maintenant les différentes composantes de la proposition préliminaire d'aménagement. Ainsi, tantôt, on nous a parlé de la problématique, des grandes orientations ou des options. Si on veut, dans un premier temps, faire un résumé des principaux thèmes qui seront abordés dans la proposition préliminaire d'aménagement, on va d'abord voir qu'au niveau du territoire, on a parlé tantôt de l'immense superficie que couvre la MRC. On a aussi ses limites, autant la rivière Péribonka que la rivière Achamouchouane.
De ce territoire, on a, dans la partie sud, une partie, le milieu municipalisé, ou ce qu'on appelle communément le milieu urbain. Et toute la partie haute du territoire, qui va bien au-delà du 50e parallèle, le TNO, le territoire non organisé ou non municipalisé. Ainsi, dans les principaux thèmes qui sont abordés, le premier est la forêt. D'une part, au niveau de son immensité, il couvre 96% du territoire de la MRC, et aussi son aspect économique. On parle approximativement de 2000 à 3000 emplois dans le territoire de la MRC, reliés autant à l'industrie qu'aux travailleurs forestiers. Donc, c'est le premier thème qui sera abordé au niveau de la problématique comme du schéma d'aménagement de la MRC. Le second des thèmes est l'agriculture. On le retrouve principalement dans ce qu'on appelle la plaine ou la partie sud du territoire de la MRC. Et pourquoi il sera abordé? D'une part, au niveau de son potentiel. On a quand même un potentiel limité. On voit sur cette carte, la partie grise foncée, les meilleurs potentiels des sols au niveau de l'agriculture. Ils sont principalement concentrés dans le secteur de Normandin, Saint-Edmond-Albanel, d'une part, et d'autre part, au niveau de Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Augustin, Péribonca, et dans le secteur de Sainte-Marguerite-Marie. Une autre raison pourquoi ils sont abordés, c'est les espaces inutilisés. OK, on s'est rendu compte qu'au cours des dernières années, plusieurs terres sont abandonnées. Plusieurs terres sont retournées, si vous voulez, à leur état premier, c'est-à-dire le boisé ou ce qu'on appelle communément les terrains en friche. Donc, c'est une préoccupation au niveau de la MRC et ça a formé le deuxième thème. Après, on a comme troisième élément les activités d'extraction. Il faut mentionner dès le départ que la MRC n'est pas reconnue comme une région minière. Mais on a quand même certains sites, on peut penser au calcite, dans le secteur de Mistassini-Saint-Eugène. On peut penser aussi au secteur de Saint-Thomas où on retrouve du granit. Il y a certains potentiels. Souvent, on a parlé de projets pour exploiter les tourbières. Mais on a aussi, on voit sur la carte, différents sites d'extraction de sablières ou de gravières. C'est un problème, souvent un problème d'environnement. On peut penser, par exemple, à l'exploitation d'une sablière à côté d'un équipement récréatif. En termes de pollution, que ce soit visuelle ou pollution de l'air ou du bruit, générée par ce type d'activité-là, ça ne s'accommode pas très bien avec l'utilisation récréative. Donc, c'est une autre préoccupation, si vous voulez, de la MRC. La quatrième, on parle du récréo touristique. Il y a déjà certains sites, certains équipements qui sont localisés sur le territoire. Mais on a aussi un immense potentiel. On le revoit principalement pour la partie sud, aux abords des rivières, du lac Saint-Jean, ainsi que dans le secteur du lac Adjim, Saint-Thomas, la municipalité de Saint-Thomas. Puis vous voyez ici, sur le long de la rivière Achamouchouane. Ça, c'est ce qui vaut pour la partie, si vous voulez, sud du territoire, mais on a aussi un immense potentiel au niveau du territoire non organisé. On peut penser aux 2 EC qu'on trouve sur le territoire. Les immenses rivières, entre autres les rivières au Frêle-à-Wananiche. On a aussi des pourvoiries existantes. Il y a des secteurs propices, si vous voulez, pour l'installation de nouvelles pourvoiries, qui est une forme d'utilisation, puis une forme récréative ou d'activité récréative. On a aussi, pour terminer, dans la partie nord ou extrême nord, certaines, ce qu'on appelle des pessières, certains habitats propices aux caribous. On n'a pas de données précises tant qu'à la valeur du potentiel, mais il existe. Les gens qui ont été dans ce secteur-là, autant les gens du ministère que des individus, ont remarqué la présence de caribous. Donc, ça, c'était un autre élément. Si on revient à la première carte pour la question, si vous voulez, de l'organisation urbaine. La MRC, ou l'ensemble du territoire de la MRC, n'a pas connu ce qu'on appelle un étalement urbain, sauf dans quelques secteurs très précis, localisés principalement en bordure de la route régionale. Donc, en termes de développement résidentiel et de pôles de services, on va intervenir au niveau du schéma auprès des municipalités ou des noyaux urbains des municipalités. On les voit représentés ici, chacune des 4. Les principaux sont les 3 villes, de par l'importance de la population qui y vit, comme l'importance des services ou des équipements qu'on y retrouve.
On pense aux villes de Normandin, Dolbeau, Mistassini. Mais il y a aussi toutes les autres municipalités qui ont un noyau de village, qui ont une organisation, puis qui fournissent des services à une population. Le dernier, ces thèmes concerne le transport et les communications. Je pense qu'au niveau du réseau routier, je n'ai pas besoin d'expliquer très longtemps les déficiences du réseau routier au niveau du confort, au niveau de la sécurité, des courbes fort prononcées. Aussi, on a certains problèmes d'encombrement ou de transport lourd à l'intérieur de certains milieux municipalisés. Donc, c'est des choses qu'on va essayer d'intervenir au niveau du schéma. Un autre équipement de transport est, si vous voulez, l'aéroport de Dolbeau-Saint-Méthode. Spatialement, cet aéroport-là n'est pas localisé sur notre territoire. C'est dans la MRC voisine, celle du domaine du Roi. Mais plusieurs des municipalités, parce que cet aéroport-là appartient à une régie intermunicipale, plusieurs des municipalités membres sont ou se retrouvent à l'intérieur du territoire de la MRC. Donc, on a quand même pensé intervenir au niveau du schéma. Et on regroupe dans le transport aussi toutes les lignes de transport d'énergie qui ont quand même un impact, que ce soit un impact visuel ou de service à rendre. On a aussi, après, le chemin de fer, qui est un autre élément de transport. OK. Une fois ces principaux thèmes abordés, nous allons voir de quelle façon on veut les orienter ou de quelle façon on veut intervenir sur ceux-ci à l'intérieur de la proposition préliminaire d'aménagement. Pour enchaîner, suite à la problématique, on a, comme Martin a eu à expliquer tantôt, les grandes orientations d'aménagement. Dans notre cas, on a, pour la proposition de Maria Chapdelaine, identifié 20 grandes orientations avec les élus. Ces grandes orientations-là ont donné par la suite lieu à des options d'aménagement. Encore une fois, pour ce qui concerne la MRC de Maria Chapdelaine, 2 options ont été avancées. La première option est appelée de consolidatrice, c'est-à-dire qu'on a cherché à appuyer les éléments existants sur le territoire. Tandis que la deuxième option parle d'expansionniste, c'est-à-dire qu'on s'attache beaucoup plus au potentiel et à la mise en valeur de ces potentiels. Ainsi, pour revenir, nous allons enchaîner directement les grandes orientations versus les options d'aménagement. Ainsi, la première des grandes orientations ou des grands guides touche l'agriculture. On dit conserver l'intégrité du milieu agricole à potentiel élevé. Ainsi, on a traduit cette grande orientation-là d'une façon spatiale pour l'option 1 face aux zones où on avait les meilleurs potentiels. Vous vous souvenez tantôt la première carte là, où on avait identifié les meilleurs potentiels agricoles. Les potentiels ou les bons potentiels qui sont utilisés, c'est-à-dire là où on retrouve de l'exploitation agricole. Pour l'option 2, on va chercher à maximiser l'utilisation de nos bons sols agricoles. Donc, la carte ou les espaces qui vont être affectés à des fins agricoles exclusives vont être plus importants sur l'option 2, parce qu'il y a des terres qui présentement ne sont pas utilisées et qui pourront l'être éventuellement ou de toute fin utile sont reconnues à des fins exclusives d'agriculture. La deuxième grande orientation, on dit favoriser la diversification de l'agriculture dans les secteurs à potentiel plus limité. Tout ce qui apparaît en blanc, autant sur l'option 1 que sur l'option 2, sont des zones qui seront appelées agroforestières. C'est-à-dire que dans ces zones-là, outre l'agriculture, il pourra y avoir d'autres activités, des activités reliées à la forêt. On peut penser à des pépinières, on peut penser à des exploitations de boisés privés. On peut même penser à un individu qui achèterait un lot de terre, qui voudrait en faire une plantation, l'utiliser, s'en occuper, mais en même temps résider sur les lieux, ce qui n'est pas nécessairement permis présentement avec la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, c'est un moyen pour atteindre cette deuxième grande orientation qui est de favoriser la diversification de l'agriculture. Déjà, par exemple, en termes de diversification de l'agriculture, aujourd'hui, on a plusieurs bleuetières. C'est un exemple de diversification. Le troisième thème, ou la troisième grande orientation, touche l'harmonisation des activités d'extraction. Ainsi, pour l'option 1, on a de représenter les sites, soit les sites actuels, soit les sites potentiels d'extraction. On dit une des façons de favoriser l'harmonisation de l'activité d'extraction avec les autres, c'est justement de les identifier. Pour la deuxième option, on n'a pas jugé bon ou on ne propose pas, si vous voulez, de zone comme telle d'extraction. On dit simplement que ça va être un système normatif qui, dans les zones agroforestières ou dans les secteurs blancs,
va réglementer l'exploitation des sablières et des carrières. Maintenant, au niveau de la forêt, je rappelle que tantôt on a mentionné l'impact ou l'aspect important au niveau économique de la forêt. On dit, la première des grandes orientations, la mise en valeur des forêts privées. OK? On a des forêts privées principalement dans ce qu'on a appelé les zones agroforestières. On dit comme deuxième orientation, harmoniser la diversification des activités en milieu forestier. Et ça d'une façon rationnelle. Tantôt, je vous ai exposé dans la problématique l'aspect économique, ou ce qu'on appelle communément l'exploitation de la matière ligneuse. Mais en forêt, il y a plus que ça. On a certains potentiels miniers. On a aussi beaucoup de faune ou beaucoup d'activités de prédation ou d'activités reliées à la chasse et la pêche. Donc, il va falloir tendre à, si vous voulez, harmoniser ces différents types d'activités-là. Pour l'option 1, on a créé une zone de forestière de production. Okay, ce qui apparaît en blanc, ici en haut. On a un immense territoire qui va être, où l'utilisation privilégiée va être la forêt ou l'exploitation de la matière ligneuse. Pour l'option 2, c'est encore la même chose, excepté que le territoire descend beaucoup plus bas. Vous voyez ce qui est entre les lignes vertes ici, c'est quand même tout du territoire forestier de production. On dit, une autre grande orientation, garantir la qualité environnementale du milieu forestier. OK? Et ceci dans le but d'assurer aux générations futures la possibilité de retrouver l'aspect naturel qu'offre celui-ci. Je pense que tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller en forêt à un moment ou à l'autre ont trouvé certains détritus ou certaines choses laissées par l'homme. Donc, dans l'avenir, on dit qu'il devrait y avoir une réglementation pour prévenir ces excès-là. On prenait tantôt l'exemple du site d'enfouissement sanitaire. La MRC a créé un site d'enfouissement sanitaire pour récupérer tous les ordures du milieu urbanisé. Bien, il faudrait peut-être un jour à venir à quelque chose de similaire. Puis ça peut être aussi une forme d'éducation à un moment donné. Une éducation populaire qui prouverait aux gens la nécessité de récupérer leurs ordures ou de les ramener chez eux. Après, on a au niveau récréo-touristique. On a sous ce thème plusieurs grandes orientations, reliées pour la plupart au milieu naturel. Ainsi, on dit dans la première, la mise en valeur des principaux potentiels esthétiques, phoniques, hydrographiques de la MRC. Au niveau des potentiels, tantôt sur la carte, on a vu, on parlait des pessières pour le caribou. C'est quand même un élément qui va être protégé. Pour l'option 1, si vous voulez, on protège les sites comme tels. Tandis que dans le cas de l'option 2, on agrandit les territoires. On forme des territoires ou des ensembles récréo-touristiques ou de conservation. On a pour la partie TNO, mais on a aussi pour la partie urbaine. Dans l'option 1, encore une fois, ici, ils sont identifiés par site, des sites de conservation. Comme on a des sites, si vous voulez, je prends l'exemple de la base de plein air de Pointe-Racine, qui, lui, est au niveau récréo-touristique. On a aussi dans le secteur urbanisé, on a un peu partout sur le territoire. Dans l'option 2, on dit, OK, on a les sites, mais pour faciliter la création vraiment d'un ensemble récréo-touristique, on devrait créer des ensembles. Ainsi, on a tout le bord du lac qui a été reconnu comme récréo-touristique. On a les principales rivières. OK, autant la rivière Mistassini, que la rivière Aura, que la rivière Mistassini, que la rivière Achamouchouane. Et on a un lac à fort potentiel qui est le lac Adjim, si vous voulez. Si on prend plus spécifiquement ce secteur-là, dans le lac Adjim, c'est tout le lac qui est identifié. Tandis que pour l'option 1, on parlait ou on représentait, si vous voulez, uniquement la base de plein air du lac Adjim. Une autre grande orientation, on dit préserver les sites naturels et phoniques sensibles ou ayant un caractère d'unicité. On a sur le territoire certains éléments uniques ou certains paysages uniques qu'il faut conserver. C'est une chose qui est inclue à l'intérieur des options. On dit favoriser la cohérence entre les activités récréo-touristiques et le potentiel naturel. Je pense que tout le monde est d'accord pour utiliser les différents sites ou éléments naturels
à des fins récréo-touristiques. Mais à ce moment-là, il va falloir le faire en harmonie. C'est-à-dire que si le site en question a besoin d'équipement ou a besoin d'aires de protection, on peut penser à la sauvagine, entre autres, les aires de nidification pour le canard, ces choses-là. Bien, en période de nidification, il faudrait peut-être s'absenter d'aller visiter ces sites-là. Ça, c'est des choses quand même qui sont touchées. On dit favoriser l'accès au lac Saint-Jean et aux autres lacs et cours d'eau. C'est sûr qu'il y a un accès, il y a eu une privatisation des territoires aux abords du lac Saint-Jean. Il reste quelques espaces publics et la MRC se propose, si vous voulez, d'intervenir. On peut penser principalement dans le secteur, ce qu'on appelle le secteur de Partmingan, sur les bords du lac Saint-Jean, qui est un secteur encore où on ne retrouve pas de chalets, ou très très peu, là. Et à ce moment-là, ces secteurs-là pourraient être développés à des fins publiques. Si on poursuit encore toujours, on dit consolider les équipements récréatifs existants à fort potentiel. Parmi ceux-là, on peut penser au musée Louis-Aymon. On peut penser au vieux moulin à Sainte-Jeanne d'Arc. Ainsi de suite, il y en a un peu partout sur le territoire. On parle aussi de favoriser la conservation des sites traduisant notre passé. Je prends l'exemple du monastère des Pères Trappistes, qui a quand même au niveau culturel ou au niveau historique dans la MRC un certain potentiel, où il retrace, si vous voulez, toute une évolution. On peut penser au système, au bâtiment comme tel des Pères Trappistes, mais on peut penser aussi à toute la pointe comprise entre les rivières, qui est un potentiel. Pour poursuivre, on va au niveau des périmètres urbains, si vous voulez, ou des zones urbaines proprement dites. Ainsi, la première des grandes orientations dit ou vise à consolider les périmètres urbains actuels en y concentrant le développement résidentiel. Donc, on a toutes les municipalités qui ont un noyau de village ou un noyau bâti existant. On dit que le développement futur va se faire à proximité des bâtiments existants pour éviter qu'il y ait un étalement urbain qui occasionne des coûts supplémentaires aux municipalités lorsqu'elles ont à fournir les services. On a après ça renforcer la vocation commerciale, culturelle et institutionnelle de certaines municipalités de façon à assurer un niveau de service à l'ensemble de la MRC. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai parlé dans la problématique de la question de service, de quelle façon qu'on pourrait fournir les services, les meilleurs services, puis à l'ensemble du territoire de la population. Ça nous a amené à traduire ce qu'on a appelé des pôles de développement, ou une hiérarchisation des pôles. Pour les deux options, on a deux propositions. Pour la première option, on dit le pôle majeur, où là sera concentré tous les services à caractère ou couvrant l'ensemble de la MRC. Ce pôle majeur-là, c'est Dolbeau. On dit qu'en concentrant les activités dans un secteur donné, on facilite l'accès aux gens. Ça, je peux donner comme exemple la question des centres d'achat. Les gens qui vont magasiner dans les centres d'achat, ils nous disent, bon, on retrouve dans un secteur ou dans un bâtiment un nombre important de services ou de commerces. Donc, on dit, on a un pôle majeur. Et on a deux pôles secondaires. D'une part, Normandin et d'autre part, Mistassini, où seront regroupés les services desservant une partie de la MRC. Autant Normandin pour la partie ouest que Mistassini pour l'autre partie. Ça, c'est le projet ou la proposition de l'option 1. Pour l'option 2, on dit, encore Normandin va desservir comme pôle secondaire, si vous voulez, la partie ouest de la MRC. Maintenant, étant donné la situation géographique ou le rapprochement des deux municipalités d'Olbeau-Mistassini, on dit qu'on va avoir un pôle majeur où seront concentrés les services. Maintenant, toujours la façon que je vous ai expliqué tantôt, dans le but de faciliter l'accès, il faudra peut-être en arriver à un moment donné, si on choisit l'option 2, à spécialiser nos espaces à l'intérieur de l'agglomération, pour que les gens qui ont besoin de tels services sachent qu'ils s'adressent à telle place, ainsi de suite. Donc, c'est deux façons pour traduire, si vous voulez, la vocation commerciale, culturelle et institutionnelle de certaines municipalités ou la façon pour assurer un meilleur service. Les municipalités locales ne seront pas délaissées, dans le sens que les municipalités locales ont un rôle à jouer face à leur population respective. C'est-à-dire que chaque municipalité va devoir fournir des services à leur population respective. Mais leurs services ne déborderont pas, en règle générale, les limites ou leur territoire municipal. Pour terminer sur le milieu urbain, on a deux choses. D'une part, on dit on favorisera les activités industrielles dans les municipalités présentant déjà un minimum d'infrastructures et de services d'accueil. C'est-à-dire qu'on a déjà des municipalités qui ont soit une zone industrielle, soit un parc industriel,
ou une aire industrielle où est localisée une industrie. Donc, on va poursuivre avec l'industrie dans ce sens-là. Il y a des milieux où ne se prête pas l'installation de tel ou tel type d'industrie. Donc, on va laisser suivre, si vous voulez, les lois du marché pour l'installation de ces industries-là. D'une autre façon, toujours dans notre optique là, de qualité de vie ou d'amélioration du milieu de vie, on va voir à protéger l'environnement. D'une part, au niveau de certains équipements. On a parlé tantôt du site d'enfouissement sanitaire. On peut parler de tous les bassins d'épuration, les municipalités qui sont inclus dans les programmes d'assainissement des eaux usées. On a aussi tout l'aspect des traitements isolés pour les eaux usées, les chalets qui ont eu à s'installer des fosses septiques, à répondre à toute une série de normes. Donc ça devrait se poursuivre. On a aussi, en dernier lieu, pour assurer la sécurité publique, si vous voulez, éliminer ou on dit réglementer certains secteurs qui présentaient des risques. On peut penser aux constructions en haut ou en bas d'un talus ou d'une pente où il peut y avoir des problèmes de glissement de terrain. On a deux secteurs, si vous voulez, d'inondation en bordure des rivières. Dans deux secteurs précis, pour la municipalité d'Albanel et ça c'est dans Mistassini, des secteurs où il ne sera pas possible de construire parce qu'il y a des risques d'inondation. Il y a le secteur des tourbières aussi, qui présente certains risques, soit pour l'environnement, soit pour les constructions ou certains problèmes éventuels pour les constructions. On va éliminer ces secteurs-là. Au niveau des équipements intermunicipaux, toujours dans le but d'assurer un meilleur service, on va privilégier l'installation d'équipements intermunicipaux sur une base d'une rationalité économique. C'est-à-dire lorsqu'il sera économiquement parlant rentable d'installer un équipement desservant plus qu'une municipalité ou un milieu urbain, bien, on privilégiera cette installation-là versus de duplication d'équipements. On termine maintenant au niveau du transport et des communications. La première grande orientation est très générale et vise l'amélioration des communications entre les différents éléments structurants du milieu. Pour traduire ça sur les options, on peut parler en premier lieu du réseau routier. OK, pour l'option 1, on a la route nationale, si vous voulez, ou la route 155. On a les différentes voies de collectrices reliant les municipalités. Donc, à ce moment-là, on devra, si vous voulez, améliorer les tracés existants. C'est-à-dire qu'on va voir à corriger les courbes. On va voir à privilégier question de pavage, toutes ces choses-là, pour répondre aux aspirations du milieu. Dans l'option 2, si vous voulez, on a plutôt privilégié l'installation ou la réalisation d'équipements complémentaires au niveau voirie. C'est-à-dire que pour la route 169, si vous voulez, ou la route régionale, on peut penser à la possibilité de réaliser un pont, évitant le secteur ou les villes de Dolbeau-Mistassini. On peut penser aussi à la réalisation d'un pont dans la partie ouest, enjambant la rivière Chamouchouane, qui permettrait de relier la route 167 ou le chemin de Chibougamau avec le secteur de Normandin. On a deux hypothèses concernant ce pont-là, soit au niveau de la municipalité de Normandin, soit au niveau de la municipalité de Saint-Thomas. Chacun a ses avantages et ses contraintes. Maintenant, en termes de nouveaux réseaux routiers comme tels, on a 3 projets proprement dit. On a un devant relier la municipalité de Saint-Thomas à la municipalité de Normandin, si vous voulez. Pour ceux qui connaissent le secteur, c'est une route passant entre le rang 4 et le rang 5. On a aussi un projet devant relier la municipalité d'Albanel, si vous voulez, à la route régionale, à proximité de l'aéroport. Et on a, en dernier lieu, un projet devant relier le secteur de Sainte-Jeanne-d'Arc, si vous voulez, à la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot. Un projet quand même d'environ, si je me souviens bien, de 4 à 5 km. Donc, c'est, en gros, là, au niveau du réseau routier, les améliorations qui sont proposées par le schéma. Après, on dit, une autre grande orientation, la protection des infrastructures pour le transport aérien. C'est qu'il y a certaines bases d'hydravions sur le territoire qu'on va devoir aussi penser à protéger. Et on aura à discuter, si vous voulez, avec la MRC voisine au sujet de l'aire de protection qu'il devrait avoir aux abords de l'aéroport de Dolbeau-Saint-Méthode. Donc, ça termine en gros toute la question des grandes orientations et des options.
Je vous rappelle que c'est des propositions qui sont faites à l'intérieur des options d'aménagement. Il peut y en exister d'autres lorsqu'il y aura consultation, lorsque les municipalités nous donneront des avis. Ils pourront faire une quatrième ou une troisième option en prenant des éléments ou en bâtir une complètement nouvelle. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des grandes orientations ou des grands objectifs qui sont des guides. Puis il y a eu 2 propositions pour traduire ceux-ci. Il peut y en avoir d'autres, comme je vous mentionnais. Maintenant, pour lancer la discussion, la MRC a retenu 2 options, si vous voulez, comme moyen pour imager les grandes orientations. Ceci amène à parler d'une dernière composante, si vous voulez, de la proposition préliminaire d'aménagement. Ça concerne ce qu'on appelle le document complémentaire. En gros, le document complémentaire, c'est un système normatif qui vise à prévoir toute une série de normes ou d'exposés minimales pour les réglementations d'urbanisme local. En gros, à ce stade-ci, la MRC a conservé, si vous voulez, son règlement de contrôle intérimaire, qui prévoyait des normes au niveau du lotissement, comme au niveau de, si vous voulez, de l'implantation des bâtiments. J'espère que ça a pu éclaircir un petit peu certaines interrogations face à la proposition préliminaire d'aménagement. Je vous remercie. Du début, vous mentionnez certains délais, soit au point de vue des municipalités, soit au point de vue de la population, en ce qui concerne le plan d'aménagement préliminaire pour la MRC Maria-Chapdelaine. Pourriez-vous nous resituer dans ce plan de délai? OK. On a mentionné au début que la proposition préliminaire d'aménagement a été adoptée le 12 novembre dernier. À partir de cette date, l'ensemble des municipalités ont 60 jours pour nous faire parvenir au niveau de la MRC des avis municipaux. Ces avis-là doivent se faire en collaboration avec les organismes du milieu et avec la population. Donc, le délai, c'est le 31 janvier 1986. C'est l'étape entre la proposition préliminaire d'aménagement et la proposition d'aménagement qui donne l'alternative, la possibilité à l'ensemble de la population d'être consultée et de participer. À partir de cette date, disons, du 31 janvier 1986, est-ce qu'il y aura une autre forme de consultation suite au dépôt de l'acceptation ou de l'une ou l'autre des options? Bon, pour revenir, pour préciser que la proposition préliminaire d'aménagement, c'est une réflexion sur des options, sur des idées qui sont mises sur la table pour être discutées à l'ensemble de la population. Suite aux avis des municipalités, le conseil de la MRC devra privilégier une ou l'autre des options ou toute une nouvelle option qui va être amenée vis-à-vis des avis. Suite à ça, dans peut-être 5 à 6 mois, avec un cheminement au niveau de la MRC, la population sera de nouveau consultée au niveau de ce qu'on appelle la version définitive du schéma d'aménagement. On dit définitif, pas dans le sens que ça ne pourra pas être modifié, c'est qu'on va vous présenter une forme finale, là. Qu'est-ce que pourrait être le schéma d'aménagement pour la MRC de Maria-Chapdelaine. Mais entre-temps, il y a la population qui peut être consultée, il y a aussi le gouvernement et ses mandataires qui vont être consultés, qui devront nous répondre sur des interrogations sur des projets qu'on a dans notre secteur. Et c'est surtout ça qu'on va travailler pour en arriver à la composition du schéma d'aménagement. Donc, en terminant, M. Claveau, si on comprend bien, c'est que ce qui est important à l'heure actuelle, présentement, c'est que la population, autant que les municipalités, doivent se prononcer sur une ou des options d'ici au 31 janvier 1986. Oui, et aussi, il faudrait peut-être mentionner que l'ensemble de la population pourra retrouver à chaque bureau des municipalités une copie de la proposition préliminaire d'aménagement de façon intégrale avec les plans. Ils pourront les consulter sur place. Il y a aussi la parution lors du 26 novembre prochain dans l'édition du Point. Résumé sur la proposition préliminaire d'aménagement qui donnera une idée assez globale de c'est quoi la proposition préliminaire d'aménagement. Et aussi, je pense que les gens qui ont des interrogations pourront s'adresser au bureau de la MRC pour plus ample renseignement. M. Claveau, on vous remercie. Merci beaucoup. Du monde actif, parce que nous autres, mon association, le plus grand
La plus grande festivité qu'on fait, nous autres, les plus belles rencontres, c'est les rencontres sociales, c'est les déjeuners gratis à tous nos membres à tous les premiers dimanches de chaque mois. On groupe des fois 200 personnes, 200 qui viennent déjeuner. Est-ce qu'il y a une activité spéciale dans le courant de l'année qui se passe pour le club Carcajou? C'est pas mal pareil comme partout, il y a toutes sortes d'activités. On a toutes sortes d'activités, le festival de la chasse, de la pêche, et on a aussi toutes sortes de choses. Tout ce qui peut toucher la chasse et la pêche, la conservation et l'éducation, les cours de maniement d'armes à feu. En ce qui concerne le déroulement du 26e congrès, qu'est-ce que vous en retirez de ce déroulement? Moi, ça fait plusieurs congrès que je viens, je ne voudrais pas le dire parce qu'ils disent que je suis vieux pas mal. Ça fait plusieurs congrès que j'assiste et puis c'est un des plus beaux congrès que j'ai vu à l'heure actuelle. C'est que c'est pris des décisions à ce congrès-là. Tout le monde a participé et je crois que c'est un congrès que je pense que je vais m'en souvenir longtemps. C'est un vrai beau congrès. Sur ça, M. Martel, on vous remercie. Merci. Également, à l'intérieur de ce 26e congrès, on rencontre une autre association, si on peut dire, du secteur Nord. M. Martel, bonsoir. Bonsoir. Secteur Nord, ça veut dire quoi, M. Martel? Ça regroupe à partir de Delisle, Saint-Nazaire, Saint-Gare-de-Marie. Ensuite de ça, Milo, Sainte-Monique, Saint-Henri. Et puis, ça regroupe combien de personnes, là? On est 160 membres, présentement. Est-ce qu'on peut dire que c'est des membres actifs? Ils sont tous actifs. Ils sont tous actifs. Avez-vous des activités spéciales qui se déroulent dans le courant de l'année en ce qui concerne votre association? Un petit peu, à peu près comme toutes les autres associations. On a des cours de maniement d'armes à feu, conservation de la faune, festival du chasseur, ces choses-là. Et puis, comme je demandais à votre camarade, que pensez-vous du 26e congrès qui, bientôt, se terminera? Je trouve ça très intéressant. J'ai appris beaucoup. C'est mon premier congrès. Puis, je crois qu'on va revenir encore. Est-ce qu'il y a des points que vous avez appréciés, entre autres, là, à part ceux de jouer des tours? C'est bien plaisant de faire des tours. Mais tout ce qui s'est pas déroulé durant le congrès là, est très apprécié. Sur ça, monsieur, on vous remercie et puis bonne chance pour votre association. Merci. À mes côtés, Ghislain Darvaux. Ghislain, pourrais-tu nous dire quelle association que tu représentes? Je représente le club sportif Élan Saint-Thomas-du-Dim. Quand on parle du club sportif Élan de Saint-Thomas-du-Dim, ça veut dire combien de membres? Cette année, on a au-delà de 310 membres. Est-ce que ça comprend des membres strictement de Saint-Thomas ou si c'est d'autres membres? La majorité de Saint-Thomas, mais on groupe disons, Saint-Edmond, Normandin, même le Dolbeau et le Banève. Quand on parle de Saint-Thomas-du-Dim, est-ce que c'est là qu'on retrouve le lac à Jim? En plein ça, oui. C'est en plein ça. Avez-vous des activités spéciales qui se déroulent durant l'année en ce qui concerne votre association? Ben, disons que on dit comme les autres disaient un peu, là, les activités, ça se ressemble un peu, je suis là. On a le tournoi de pêche à l'offre, disons, justement sur le lac à Jim, là, à notre base plein air. Puis tournoi d'été, on a les Olymplages, sous encore dans le canot, ça, le fameux concours de pêche, chasse et pêche là, à la fin de l'année, avec l'assemblée annuelle. Là, tout se suit là, dans la même journée. Là. Pourrais-tu nous parler un peu c'est parce que je fais référence à ce que tu me disais tout à l'heure, un peu le camp là, qui a été construit dernièrement? Là. Donc, c'est pas le camp vacances nature, vous voulez parler, là? Oui, disons qu'il va se tenir à Saint-Thomas-du-Dim pour l'année 86. Là. On est très heureux d'avoir ça chez nous. Qu'est-ce que tu penses de ton congrès, Ghislain? Le congrès il a été très, très enrichissant. Là. Est-ce qu'il y a des points qui ont retenu l'attention ou si dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ça a été parfait. Puis... Est-ce que c'était ton premier congrès? Non, disons que ça fait de mon deuxième. Là. Puis on va y retourner encore. Sur ça, Ghislain, merci. Merci. J'ai également à mes côtés M. Albert Thibault. Albert, qu'on dit un conteur d'histoire, mais dans des soirées sociales. Albert, pourrais-tu nous dire quelle association tu représentes? Le club de pêcheurs de Girardville. Quand on parle de club de pêcheurs de Girardville, ça veut dire combien de membres? En nombre de membres, on estime environ 500 personnes, les nombres de membres, parce qu'on a au-dessus de 300 cartes, des cartes familiales. On estime environ 500 personnes qu'on regroupe dans notre association. Quand on parle de Girardville, j'imagine que ça va être des autres paroisses envoisinantes également, ou si c'est strictement de Girardville? C'est des autres paroisses aussi, il y a des membres de l'extérieur, parce qu'on est quand même, on peut appeler ça le coup de l'entonnoir, il y a des grandes réserves, territoires libres en haut de Girardville, je pense qu'il y a beaucoup de membres qui passent par chez nous, ça fait qu'on bénéficie un peu de ça. Peut-être un point d'interrogation pour le public. Quand on parle de carte familiale, ça veut dire quoi, ça? Carte où l'homme, la femme et les enfants font partie de l'association. C'est un tarif un peu moindre que si c'est pris individuellement, mais c'est un tarif, mais c'est pour ça qu'on peut calculer 500 membres facilement.
Au club Le Pêcheur de Gérardville, est-ce qu'il y a des activités spéciales qui se déroulent dans le courant de l'année ou c'est général? Je pense que c'est un peu comme toutes les locales, peut-être à un niveau un peu moins gros que si on se compare à Panache. Mais on a toutes nos activités, des concours, différents concours de pêche d'hiver, concours de pêche d'été, des concours de chasse. On a des activités sociales. Je pense que c'est un peu la même chose dans toutes les associations. Qu'est-ce que tu retiens de ce 26e congrès qui se déroule présentement? C'est le 3e congrès à laquelle j'assiste, là. Puis pour moi, là, c'était probablement le meilleur. Ça a été né, premièrement, de main de maître par l'association Panache. Je pense que je lève mon chapeau à ça. Sans diminuer la qualité des congrès antérieurs. Mais ça a été aussi des discussions qui étaient fructueuses. Je pense que tout le monde va en retirer vraiment quelque chose. C'était un bon congrès. Pour ma part, là, c'est numéro 1. Sur ça, Albert, on te souhaite une bonne fin de congrès et puis bonne chance pour votre association. Merci. J'ai à mes côtés Denise, qui a été, si je peux dire, un atout positif et très actif lors de ce 26e congrès. Denise, pourrais-tu nous dire en quoi consistait ton emploi du temps ici à l'intérieur du 26e congrès? Bien, ici, à l'intérieur du congrès, j'ai été secrétaire du congrès, sauf qu'au niveau de l'association Chasse et Pêche, ça fait 2 ans que je fais le secrétariat. Puis aujourd'hui, j'ai accepté de continuer encore. Alors, mon travail au niveau du secrétariat, moi, c'était acheminer les résolutions, par exemple, qui aujourd'hui ont été acceptées, communiquer divers ministères ou pression auprès de la FQF et tout ça. C'est ça mon rôle. Est-ce que tu as trouvé à l'intérieur de ce 26e congrès que les participants étaient on pourrait dire, collaboratrices ou collaborateurs avec toi? Oui, sûrement. Oui, sûrement. Les associations locales collaborent toujours assez étroitement avec le secrétariat, ce qui est très important. Aujourd'hui, on a eu un congrès très intéressant. Je pense, par exemple, au niveau de résolution. Moi, je pense, en tout cas, à la chasse à l'arc, là. Il y a eu une sensibilisation que la chasse à l'arc, ça débute, là. Puis on a vu aujourd'hui, justement, d'après les demandes de chasseurs de l'association Chasse et Pêche Lac-Saint-Jean, que ça commence, puis il faut mettre en place des systèmes et puis tout ça. Fait que le secrétariat, bien, il va être un élément là, pour que ça fasse son chemin. Ça veut donc dire que demain matin, le travail continue pour toi? Ah oui. On continue de plus en plus. On a une équipe aujourd'hui, je pense que c'est assez assuré, là, que c'est du sang nouveau, là, pour pas dire... les années qu'on a passées avec M. Boulay ont été très fructueuses. Puis aujourd'hui, bien, ça continue de plus belle. Tu fais partie de quelle association, Denis? Moi, je suis membre au niveau de la Sauvagine à Roberval et aussi de la Wananiche à Saint-Prime, parce que je demeure à Saint-Prime. On a vraiment dit une femme affairée dans le domaine de l'association Chasse et Pêche. Oui, je pense. Je pense que de plus en plus, les femmes aussi, parce qu'on dit souvent, hein, les femmes, ben, c'est secrétaires, hein, c'est vrai, là. Moi, je suis secrétaire, là. Mais aussi, je pense qu'ils ont leur place pour parler aussi, puis le dire à leur façon par rapport à la chasse et à la pêche. Quand on aime ce sport-là, c'est important, la vue aussi des femmes. De plus en plus, il y en a, puis il va en avoir. Comment on peut situer, peut-être en pourcentage, le nombre de femmes là, qui de plus en plus participent aux activités, là? Oh, mon Dieu, dans les assemblées régulières, mon Dieu, je pourrais peut-être dire 10 des femmes qui... dans les congrès, bien, on en voit plus par rapport qu'ils accompagnent leurs chasseurs, là. Mais de plus en plus, dans les locales, à ce que je remarque, les femmes, il y a certaines places où c'est la moitié des femmes qui prennent les décisions, et puis... Est-ce qu'il y a, un genre de comité à l'intérieur de l'association qui a justement comme mandat de pouvoir sensibiliser, disons, la femme à l'intérieur de ces associations-là? Au niveau de la chasse et pêche Lac-Saint-Jean? Oui. Non, au niveau de la chasse et pêche Lac-Saint-Jean, ils sont absolument pas sexistes, alors ils font pas de comité pour ça. On est d'égal à égal, on a tous notre chance, puis ceux qui veulent s'impliquer dans l'association, la porte est ouverte à tout le monde. Sur ce, Denis, on te remercie, et puis bonne fin de congrès, et puis également à l'intérieur de tous les comités auxquels, même pas secrétaire, mais même membre comme membre actif. Merci beaucoup. Jean-Louis Gilbert, s'il vous plaît, pour la prochaine présentation. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Mon nom, c'est Jean-Louis Gilbert. Je représente le club sportif Élan Saint-Amand. Si nous avons pensé à décerner le titre de chevalier de la conservation à cette personne, c'est que nous avons de très très bonnes raisons. Moi, personnellement, je connais ce chevalier depuis 7 ans. Nommé à titre de chevalier de la conversation et de la conservation. Moi, je l'appellerais Monsieur un peu plus. Un peu plus parce que la personne que j'aimerais nommer comme chevalier est toujours un petit peu plus loin que les autres. Elle a toujours été un petit peu plus présente. Elle s'est toujours occupée un petit peu plus des jeunes. C'est une personne qui n'a jamais rechigné sur le travail. Puis ça n'a jamais rechigné de partir de Saint-Gédéon pour descendre à Dolbeau pour une réunion de 2 heures. Le gars a toujours le sourire aux lèvres. Pendant que je gueulais, ben, il essayait toujours de me tempérer. Il a fait des bruits de camion plus importants que les miens, mais on l'a jamais su. Puis moi, je l'ai gueulé. Puis lui, ça a passé comme si... C'est toujours monsieur un peu plus. J'aimerais nommer en tant que chevalier de la conservation, monsieur Gaëtan Roy, s'il vous plaît. Je pense que la prochaine personne qu'on va honorer, on a dit beaucoup de choses sur les autres personnes, qui vont être plus que fiers de ces personnes-là. Celle que je vais présenter, c'est une personne que le temps ne compte pas. La seule chose, le seul défaut qu'il y a, c'est d'avoir une montre parce que ça ne sert pas. Les qualités sont innombrables. On a déjà entendu parler de lui quand il annonçait des choses comme on avait des perles dans des associations. Nous autres, au niveau de diamantaire ou des choses comme ça, on n'est pas très très cotés en bijouterie. Je peux vous dire une chose. C'est la personne auquel je vais remettre ce certificat tient à cœur au Club Panache et à tous les directeurs. Je pense qu'à tous les congressistes le connaissent. J'aimerais remettre ce certificat à Alain Jim Doré. C'est bon pour remercier tout le monde. Puis, on se rend compte quand même qu'on fait beaucoup d'heures, seulement beaucoup d'heures depuis 4-5 ans. Je veux dire que si chacun au sein de son association donne du temps, puis faut pas des fois, c'est sûr que c'est plus dur pour tout le monde, pour son entourage. Puis là-dessus, il y a une personne, entre autres, ce certificat-là, c'est pour nous amener. Puis comme on dit, c'est rare être primolo, mais là, je l'ai à soir. Mais ce certificat-là, tout le temps décerné, je pense que il y a une personne, je suis très reconnaissant, puis j'espère qu'elle va me comprendre, puis elle m'a compris parce qu'elle est encore avec moi à l'heure actuelle, c'est mon épouse. C'est Lise Doré.